Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview. Vous en avez maintenant l'habitude, cette saison, avant chaque course, on fait un point sur ce qu'il faut savoir et sur ce qu'il faut regarder durant le week-end. Le 7e rendez-vous de la saison n'y coupe pas et en plus, il est français. Et oui, nous voilà au Castellet, un circuit pas forcément apprécié des fans, français comme étrangers, mais que je trouve injustement jugé. Déjà, ce circuit a une histoire, 16 Grands Prix de Formule 1, seul Magny-Cours fait mieux en France avec 18. Et il y a eu plein de moments mythiques, 4 victoires à domicile pour Alain Prost, une pour René Arnoux, des succès pour Lauda, Jones, Stewart, Mansell, Peterson, Piquet, bref, de 1971 à 1990, ce fut un lieu important de notre sport, en alternance avec Dijon. Et on pense forcément à l'édition de 1982 avec ce quadruplé français, Arnoux gagne devant Prost, Pironi et Tambay, un moment magique. Le Castellet, c'est aussi un lieu où beaucoup d'équipes faisaient des tests privés, grâce à la configuration de la piste et au petit aéroport pas loin. C'est d'ailleurs sur cette route entre les deux que Frank Williams a eu son accident, bref, dans les années 70 et 80, ce circuit était un haut lieu de la Formule 1. Et c'est aussi ce circuit qui a redonné à la France un Grand Prix après 10 années d'absence. Donc voilà, il y a déjà pas mal de points positifs sur le circuit, et justement, venons-en au tracé. Aujourd'hui, on roule quasiment sur la même configuration que celle utilisée de 71 à 85, à deux exceptions près. La chicane du premier secteur a été remodelée, et la ligne droite du Mistral est entrecoupée par une grosse chicane. On retrouve sinon les endroits mythiques comme le premier freinage, les S de la Verrerie, Sainte-Baume qui lance sur la ligne droite du Mistral et signe ce droite à pleine vitesse, un vrai défi qui donne sur le freinage du Bosset. Malheureusement, il y a un problème avec ce circuit, une immense majorité des gens le trouvent chiant. Alors vous le savez, vous me connaissez, je déteste ce débat, je ne trouve aucune course chiante et je trouve que ce circuit est un petit peu mal jugé, c'est trop négatif les critiques à son sujet. Malgré tout, il y a quand même quelques petits problèmes. Déjà, depuis qu'on est revenu, on a vu deux courses et les deux étaient des purges. À part quelques moments sympas et un départ parfois agité, il ne s'est pas passé grand chose, Mercedes a déroulé et voilà, on s'est pas vraiment régalé. Ensuite, j'ai le sentiment que ce circuit n'est pas totalement adapté aux Formule 1 modernes, un petit peu à l'image de Barcelone, c'est peut-être plus un circuit de test que de course. Le premier et le dernier secteur sont trop techniques et serrés pour une course, ils n'offrent pas de réelle possibilité de dépassement et l'air sale empêche toute opportunité. Et puis le secteur 2 c'est principalement une ligne droite où le DRS est indéfendable et où la chicane n'apporte pas grand chose, à mon humble avis elle casse plutôt le rythme. Et tout ça crée un circuit qui ne permet pas de produire des courses emballantes. Je ne tirerai pas au boulet rouge sur ce circuit comme beaucoup le font, c'est d'ailleurs assez insupportable à mon avis, mais voilà, c'est vrai qu'il y a quelques problèmes, c'est pas le plus sexy des rendez-vous au calendrier, mais voilà, j'espère qu'on sera surpris cette année. Je finis là-dessus par un dernier point, les fameuses bandes de couleurs. Alors déjà je trouve que leur effet abrasif pour freiner les voitures est très relatif. Je suis pas certain que ce soit réellement efficace, en tout cas j'en ai jamais mesuré l'impact. Ensuite à cause de ça on n'a que des zones de dégagement immenses partout et ça pour moi c'est le problème des circuits modernes. Ça évite les cartons qui cassent des pièces à chaque erreur, ce que l'on souhaite lors de tests, on y revient, mais du coup ça sort tout le temps au large, on sait pas toujours ce qui est légal ou pas, il y a des litiges sur chaque bataille. Préparez-vous à un retour du débat sur les track limits ce week-end. Et puis surtout ça donne des trucs bizarres visuellement, surtout vu du haut, on ne sait pas trop où est la piste si on ne connaît pas le circuit, comme ce truc totalement absurde à la chicane. Enfin, visuellement, ces bandes contribuent à créer une ambiance visuelle qu'on peut aimer ou pas, mais qui crée l'image finale du week-end et qui est malheureusement pas toujours très positive. Mais bref, assez parlé du circuit, venons-en aux enjeux. Le premier thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celui de la hiérarchie. Va-t-elle se normaliser après deux circuits atypiques ? Monaco et Bakou ont été le théâtre de beaucoup de mouvements dans la hiérarchie que l'on détaillera au fil de la vidéo. Mais ces circuits sont urbains et ont des caractéristiques diablement particulières. On peut donc se demander si les performances obtenues là-bas sont vraiment représentatives de la performance réelle des monoplaces, et ça, c'est le Castellet qui va en apporter une première réponse.
Et ça pour moi c'est le gros enjeu à partir de maintenant, on revient sur des circuits classiques, voilà, France, Autriche, Silverstone, Hongrie, puis Spa, Monza, et c'est ça qui va décider la saison, c'est le niveau de performance des écuries sur ce genre de circuit classique. Donc voilà, maintenant on va voir si les performances qu'on a vues à Bakou et à Monaco suivent ou pas. Attention donc aux surprises, bonnes comme mauvaises. Comme chaque week-end, on va maintenant s'intéresser à la lutte entre Red Bull et Mercedes. C'est peut-être pas très original de semaine en semaine, mais c'est le gros truc de cette saison. Et ce qui est super intéressant, c'est que sur les 2 dernières courses, les flèches d'argent n'ont pris que 7 points, pendant que Red Bull en a engrangé 62, et encore, ils ont eu de la malchance. Et du coup, c'est l'écurie autrichienne qui mène au classement. Et quand je dis malchance, c'est parce qu'à Bakou, ils allaient faire un doublé totalement à la régulière, ils auraient pu augmenter leur avance encore plus sur Mercedes. Là-dessus aussi, la grande question, c'est est-ce qu'un retour sur un circuit classique va aider Mercedes? À Monaco, on a vu que le circuit ne leur allait pas, à Bakou, il n'était pas bon, mais est-ce que c'est dû au circuit ou à la voiture? Voilà. Encore une fois, le Castellet va apporter une première réponse, et c'est super important pour la suite des événements. Dites-moi ce que vous voyez, est-ce que Mercedes va reprendre sa place de numéro 1? Est-ce que Red Bull va garder l'avantage? Tout ça est très serré, à mon sens, je donne toujours un léger avantage à la Red Bull. Même question au niveau du duel mondial, qui sera en tête après ce week-end? Max n'a que 4 points d'avance sur Lewis et il a eu énormément de malchance à Bakou, il aurait dû augmenter son avance. On va voir comment il se relève de ça et là aussi ce sera une des choses les plus importantes de ce week-end. Comme chaque semaine également, on va évoquer le cas des numéros 2 de ces 2 écuries et pour le coup il y a beaucoup de choses à dire. D'un côté on a Bottas qui semble en perdition. À Monaco c'était parfait, mais il a pris un coup terrible au moral. À Bakou en revanche c'était catastrophique, de quoi peut-être l'enterrer. Rajoutez à ça les rumeurs de plus en plus persistantes d'un remplacement par Russell en fin de saison, et vous obtenez un Bottas dans une situation cauchemardesque. Valtteri va-t-il encore se relever ou est-il fini comme certains le pensent? En tout cas, que ce soit pour lui ou pour Mercedes, il faut performer. Et vite. Très vite même. Genre bientôt. Genre carrément dès ce week-end en fait. Je me dis même que peut-être que Bottas vit ses derniers instants possibles de rebond chez Mercedes. C'est un petit peu maintenant ou jamais. Quant à Perez, lui, eh bien il vient tout simplement de gagner un Grand Prix avec Red Bull. Alors certes, il a bénéficié du crash de Max et du bouton de Lewis, mais il faisait une course énorme. Il allait ramener sa voiture en P2 pour le premier doublé Red Bull depuis 2016. De plus, son début de saison apporte quelques satisfactions, et pour la première fois qu'il a réussi à tout mettre bout à bout, il jouait devant. On n'était plus vraiment habitué à ça pour un numéro 2 Red Bull, et l'enjeu maintenant c'est bien évidemment de confirmer. Est-ce que Bakou était anormal pour Checo ou est-ce que c'est la nouvelle norme? Est-ce qu'il va à nouveau jouer le podium et la victoire? Ou est-ce qu'il va être plutôt au niveau de la 6e, 5e place? C'est pour moi toute la question sur Checo. Et là aussi, j'ai pas mal de doutes. En tout cas, lui et Bottas seront plus que jamais la clé du championnat constructeur. Dites-moi qui vous voyez mieux s'en sortir ce week-end. Le 3e point, c'est une question, est-ce la fin de la surprise pour Ferrari? Et oui, c'est la voiture numéro 16 qui a signé les 2 dernières pole positions et elle appartient à la Scuderia, ce qui n'est pas rien. Lors des 2 derniers week-ends, Ferrari avait le niveau d'un top team pour la première fois depuis bientôt 2 ans. Sauf qu'on peut se demander si cette pole et cette performance est vraiment représentative. À Monaco, Ferrari a surtout bénéficié de manque de ligne droite et donc du manque d'appui moteur, et puis des virages lents où elle excelle. À Bakou, on l'a vu, la pole de Leclerc était un petit peu une illusion, surtout grâce au secteur 2 et à un bon timing en Q3. On a vu le dimanche que le niveau de Ferrari était plutôt la 4e force du plateau, genre derrière AlphaTauri. Et donc on en revient à cette normalisation des performances. Que va-t-il se passer pour Ferrari de retour sur un circuit plus classique? De ce qu'on a vu à Portimao, Barcelone, Bahreïn ou Imola, je pense qu'on peut être plutôt optimiste pour Ferrari, mais je pense que c'est la fin de l'incrustation dans le top 3 à la régulière et la fin des pole positions surprises, je pense. Autre question sur la hiérarchie, je vous l'ai dit, c'est le thème de la vidéo, et celle-là pour moi c'est la plus dure de la saison. Où se situe AlphaTauri? C'est pour moi le grand mystère de l'année, je ne sais jamais qu'en penser, je ne sais jamais où les placer. Lors des essais hivernaux et des 2 premiers Grands Prix, il laissait entrevoir une grosse performance à la lutte avec McLaren et Ferrari,
pour la 3e place. Mais une erreur de Gasly, certaines de l'écurie et la jeunesse de Tsunoda les ont freinés comptablement. Ensuite, ce sentiment a disparu car à Barcelone et Portimao, ça a été très compliqué. Gasly a seulement pu ramener 2 petits points. On est loin du niveau d'une équipe 3e du général. À Monaco, le Français a encore fait parler sa magie, avant qu'à Bakou, AlphaTauri ne retrouve son statut d'outsider numéro 1 qu'on lui prêtait en début de saison. Certes, le Français a fait un podium, mais surtout il y a eu une double Q3, une double entrée dans les points et un niveau global qui laissait penser qu'elle était vraiment la 3e force du plateau. Donc, après tout ça, que penser d'AlphaTauri? Où sont-ils réellement? Sont-ils 5e, 3e ou 7e force du plateau? Je n'en ai aucune idée et le Castellet devrait apporter encore une version différente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette écurie, où se trouve-t-elle dans la hiérarchie? Moi, j'en suis incapable. Même si leurs débuts de saison sont très différents, on peut un petit peu se poser la même question pour Aston Martin avec ce prisme-là. Ont-ils réellement progressé? Alors eux, ils avaient commencé dans un cauchemar. Vettel manquait de confiance et de roulage, la voiture n'avait pas le niveau et heureusement que Stroll a obtenu quelques petits points un petit peu miraculeux. Ensuite, ils ont touché le fond à Portimao et à Barcelone, circuit étalon, ils n'ont pas marqué de points et se battaient pour la P10. Vraiment un début de saison très compliqué, Aston n'était pas du tout au niveau attendu, mais même pas au niveau du top 10 du général, mais récemment, tout ça a changé. Vettel est revenu à la vie, notamment grâce à une super qualif et une super course à Monaco, pareil à Bakou en course, et l'écurie propose des superbes stratégies. Il y a eu une double entrée dans les points à Monaco, et à Bakou ça allait être pareil, avant que le crash de Stroll et l'effet de course ne créent une fin de course folle, qui a donné à Vettel la P2, et donc le premier podium de l'histoire de l'écurie. Ce résultat final est peut-être un petit peu trompeur, à la régulière c'était plutôt une 6e et une 8e, 9e place qui se dessinaient pour Aston Martin, mais ça vient symboliser le renouveau de l'équipe sur les 2 derniers Grands Prix. Sauf qu'on en revient à la même question, ces performances ont été réalisées à Monaco et Bakou, du coup, que valent-elles? Est-ce vraiment le signe d'un renouveau de l'écurie grâce aux améliorations apportées sur la voiture, ou est-ce simplement dû au tracé? Eh bien on va commencer à le savoir, est-ce qu'Aston Martin et Vettel confirment? Réponse ce week-end. Puisqu'on est en France, je dis un petit mot sur Alpine qui me fait un petit peu peur. J'avoue que pour l'instant c'est une de mes déceptions de la saison. Leur performance me laisse un petit peu perplexe. Ils jouent rarement le top 10 à la régulière. C'est pas top. Si on exclut les 2 ou 3 grosses qualifs d'Ocon et Portimao, c'est vraiment pas au niveau. Le bilan comptable est bien heureux grâce au point miracle obtenu sur pénalité à Imola et grâce à la fin de course miraculeuse d'Alonso à Bakou. Un Alonso qui est quand même au global loin du compte et une 7e place seulement en général pour l'écurie, c'est pas terrible. Souvent, Alpine n'est pas capable de jouer le top 10 à la régulière, et là, il va y avoir du monde ce week-end, Ferrari, McLaren, AlphaTauri, Aston. J'ai donc un petit peu peur pour l'écurie française à domicile. J'espère qu'ils me feront mentir. On termine sur les enjeux avec un tir groupé. Alfa Romeo, Haas et Williams pourront-ils marquer des points? Bon, j'avoue que pour Haas et Williams, j'y crois pas, c'était juste pour les mentionner dans la vidéo. Mais Alfa Romeo, elle, a marqué des points lors des 2 derniers Grands Prix, un point à chaque fois. Mais à Monaco, c'était surtout dû au tracé qui a bien convenu à la voiture, et Bakou aux conditions de fin de course, car la voiture là n'était pas dans le coup. Loin de moi l'idée de minimiser ses performances et ses points, ils les ont, il fallait les chercher, bravo, c'est ce qui fera sûrement la différence au général à la fin, mais je me demande dans quelle mesure ils pourront reproduire ces entrées dans le top 10, et j'avoue me dire qu'à la régulière totale, ils sont quand même un petit peu loin du compte. Pour terminer cette vidéo, j'évoque quelques points annexes et pratiques. D'abord, la Formule 3 qui va connaître ce week-end au Castellet son 2e rendez-vous de la saison. Pour le moment, c'est Denis Sauger qui mène au général devant Oli Cadwell. Nos 2 Français sont très forts et pas loin. Arthur Leclerc n'a pour l'instant pas de points et devra rebondir. Il y a des batailles partout, du talent, des enjeux. Sincèrement, la F3, c'est magnifique. Je vous conseille de regarder ça de très près. Et pour pouvoir regarder, il faut d'abord connaître le programme. Vous l'avez demandé, voilà, je l'inclus dans les vidéos. Vendredi donc, on aura la FP1 à 11h30, la FP2 à 15h. Samedi, 10h, c'est la première course de F3, la deuxième est à 16h30. Pour la F1, FP3 à midi et qualif à 15h. Ouais, je sais, c'est pendant le match de l'équipe de France face à la Hongrie.
je suis le premier à être très embêté par cette situation. Voilà, je sortirai plusieurs écrans, on va s'organiser. Enfin dimanche, la dernière course F3 est à 11h30 et la grande course F1 à 15h, bien évidemment. Notons aussi que ce week-end, il y a de la formule régionale à Zandvoort. J'ai pas le programme en tête, mais les courses sont dispo sur leur YouTube. Et si vous me suivez sur Twitter, vous finirez par avoir toutes les infos. Au passage, je rajoute aussi de la MotoGP en Allemagne, mais ça c'est vraiment pour les mordus. Personnellement, je passe mon week-end entre la piscine et la télé. Pour être totalement complet, je vous montre à l'écran les classements généraux. Je ne les commande pas forcément, je vous laisse faire pause si vous avez envie de noter quelques petites choses. En tout cas, tout ça va bouger durant le week-end. Hâte de voir le résultat lundi. Et justement, c'est à lundi que je vous donne rendez-vous pour le dépris, mais normalement, dans le week-end, il y aura une petite vidéo bonus. Petit indice, c'est le retour d'un concept phare de la chaîne. Pour ce qui est des pronostics et de vos avis, je vous attends bien évidemment dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du circuit, de la normalisation des performances de Mercedes, de Bottas, de Ferrari, d'AlphaTauri, d'Aston Martin, d'Alpine. Allez-y, comme d'habitude, préparons le week-end ensemble. Et je vous donne également rendez-vous jeudi, demain soir donc, 21h sur ma chaîne Twitch pour le traditionnel preview live. Et on fera aussi nos pronostics. Je vous remercie du soutien, je vous encourage comme d'hab à liker, partager et faire un tour en description, notamment pour le nouveau Discord qui s'est créé. Et on se quitte sur une phrase d'Enzo Ferrari qui dit que la Formule 1 c'est bien, mais Formule 1 plus Formule 3 plus FRECA plus MotoGP plus Moto 2 plus Moto 3, ça c'est le rêve. Bon week-end à tous.